Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre émission de rencontres et d'informations en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite ce qui nous attend aujourd'hui. Nous ouvrirons d'abord une page sport. La Ligue d'athlétisme en Auvergne-Rhône-Alpes viendra nous présenter ses ambitions et surtout ses nouveaux centres nationaux et régionaux d'entraînement. Nous vous proposons également ce soir une rencontre avec un créateur. Victor Édouard a créé la marque de ski en bois Marcel Livet. Il viendra nous présenter son travail. C'est leur devise, ils sont toujours prêts et ce soir, l'un d'entre eux est prêt à nous expliquer son rôle. Jean Bexon est chef de troupe pour les Scouts d'Europe. Il sera sur ce plateau dans quelques minutes. Mais avant de recevoir ses invités, j'accueille Fanette pour les titres du journal. Salut Fanette. Salut Victoria. Avec toi, tout à l'heure dans le journal, on parlera d'abord d'une initiative familiale. Voilà, c'est toi qui as rencontré cette famille dont je vais écorcher le nom, donc je ne vais pas le dire. Mais ils ont créé un compte Instagram qui s'appelle A Clean My Lake. En fait, c'est parti d'une chasse au trésor dans le lac d'Annecy. Ça s'est transformé en chasse aux déchets. Et depuis, ils ont à cœur de sensibiliser le plus grand nombre. Ils veulent pas forcément qu'on mette en avant leur nom, donc la page A Clean My Lake, voilà. Ça va très bien. On verra plus d'informations tout à l'heure. Et puis on verra aussi une exposition photo. Une exposition photo qui s'intègre dans un cadre plus large, ça s'appelle Effondrement des Alpes. C'est un projet européen mené par l'École supérieure d'art d'Annecy et le Centre de photographie de Genève. Et ils travaillent donc, comme son nom l'indique, sur l'effondrement des Alpes, l'impact du réchauffement climatique sur les Alpes. Et donc là, on est à mi-chemin du projet. Une exposition est à découvrir à Genève. C'est Jean-Paul Crespi qui a été faire un tour. Et on voit ça tout à l'heure dans le journal avec toi, Fanette. Merci, à tout à l'heure. On ouvre à présent une rubrique sport. On va s'intéresser ce soir à l'athlétisme en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le président de la Ligue régionale, Marcel Ferrari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors tout d'abord, quel est le rôle de la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes ? La Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes a pour mission de développer, d'animer l'athlétisme sur son territoire. C'est une structure déconcentrée de la fédération, c'est-à-dire que c'est le pendant, de la fédération au niveau régional. Comme toutes les fédérations, elles ont une fédération, des ligues régionales et des comités départementaux. Donc nous, c'est la Ligue et avec toute l'Auvergne et l'ex-Auvergne et puis Rhône-Alpes. Et nous développons, nous animons et nous essayons d'accompagner. Donc vous organisez finalement le sport, l'athlétisme au niveau régional. Et avec la fusion des régions, justement, il y a eu des petites modifications dans votre organisation. Comment vous gérez un territoire si vaste avec, on l'imagine, de nombreux licenciés ? Je dirais... c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il faut bien le dire. Je dirais, nous avons subi un petit peu les obligations politiques et le sport a suivi. Donc, ça n'a pas toujours été simple, mais bon, l'organisation s'est mise en place tout doucement. Aujourd'hui, ce grand territoire, on l'a divisé en trois zones qui nous permettent un peu d'animer, d'avoir un peu de concentration. Et puis de soutien entre nous, et la Ligue s'est développée là-dessus. Et aujourd'hui, on dépasse les 31 000 licenciés, donc je pense que la réussite est là, tout doucement, c'est pas parfait. Il y a des différences de territoire, des départements qui sont très petits, d'autres qui sont très forts, très gros, comme le Rhône, ou alors le Cantal, la Haute-Loire, c'est vraiment... Donc tout ça, il faut faire un amalgame, et puis essayer que tout le monde s'y retrouve. Vous l'avez dit, 31 000 licenciés. Vous voulez développer l'athlétisme pour tous, mais aussi faire briller la région en haut niveau. Comment vous accompagnez les athlètes de la région ? Alors c'est vrai que l'athlétisme s'est développé depuis, je dirais, une 12-15 ans sur la partie santé, loisirs. On n'a pas oublié ce secteur-là qui fait partie intégrante maintenant de la fédération.
Et donc, à l'intérieur de tout cela, on n'oublie pas, je dirais, notre image, qui est l'athlétisme de compétition, le haut niveau, qui a beaucoup brillé ces derniers temps. Donc, tout ça font que nous avons toute une mission par rapport et une structuration qui commence à prendre forme au niveau de l'accompagnement des athlètes vers le haut niveau. Pour les accompagner, justement, vous avez décidé de créer des centres nationaux et régionaux d'entraînement. Où sont-ils implantés et surtout à quoi vont-ils servir ? Alors dans le dispositif fédéral, donc qu'on appelle le plan de performance fédérale, toutes les fédérations ont le plan de performance fédérale. À partir de là, donc il y a une décomposition qui se fait, enfin une répartition qui se fait sur les ligues. La fédération a demandé à chaque ligue d'accompagner sur leur territoire ce dispositif. Ce sont au départ des centres nationaux, donc on en a eu 4 qui ont été reconnus au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a bien sûr les grands centres, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble et Aix, Savoie-Mont-Blanc, qui en général sont adossés aux universités, les 4 grandes universités de la région, c'est les 4 reconnus. Donc on essaye aujourd'hui d'organiser autour de ça, de préparer les athlètes autour de leurs projets sportifs, leurs projets scolaires, d'apprentissage et puis bien sûr professionnels ensuite. Quels sont vos liens avec les universités, justement, la plus proche de nous, par exemple, l'université Savoie-Mont-Blanc ? Alors, il y a toujours eu un peu de complémentarité. Les athlètes, comme chacun va vers l'université après le pré-bac d'abord, et puis ensuite le post-bac. L'université de Savoie-Mont-Blanc a mis en place des dispositifs pour les accompagner en faisant des cursus sur 3 années au lieu de 2, donc qui aident un peu l'athlète à avoir du temps pour s'entraîner. Et nous, derrière, nous avons aujourd'hui créé ce centre national et régional d'entraînement qui donc, comme il est sur l'université de Savoie-Mont-Blanc, il est sur 3 clubs, 3 villes, puisque cette université s'étend entre Chambéry, enfin Jacob Bellecombette, et Annecy avec les IUT, en passant par le Bourget du Lac. Donc tout ça fait que les 3 clubs, Chambéry, Aix et Annecy, font partie de ce dispositif où on essaye de drainer les athlètes des 2 Savoies vers ce centre-là, si besoin, ils doivent faire un cursus scolaire qui leur correspond au niveau de cette université. On leur souhaite d'atteindre le plus haut niveau, peut-être jusqu'au championnat du monde. Justement, vous étiez à Doha pour les championnats du monde d'athlétisme. Quel regard vous avez porté d'une part sur les performances de nos athlètes français et aussi, on en a beaucoup parlé, sur les conditions climatiques dans lesquelles se sont déroulés ces championnats? Alors, il est vrai que Doha, c'est très particulier, les conditions sont assez particulières. Entre cette chaleur et cette humidité, je dirais que c'est un peu affolant quand on y va. C'est vrai que ça surprend. Maintenant, si on prend les championnats du monde de Doha, ils ont été les plus performants qui aient existé. Il y a eu énormément de grandes performances. Donc je dirais que notre athlétisme n'a pas su se préparer pour ça, à mon avis. Ça, après, c'est pas mal à analyser. C'est venu tard dans la saison. C'est toujours compliqué. On a un fonctionnement en France qui est très compliqué avec l'été, les vacances. Et tout ça fait que les athlètes n'étaient pas dans... C'est pas qu'ils n'étaient pas en condition, mais ils n'étaient pas dans le rythme de la compétition, parce que la plupart, à 1 mois et demi, n'ont pas fait de compétition. Et ça, je pense que ça leur a manqué énormément dans l'esprit, dans la préparation, alors qu'on devrait être dans des périodes, dans les 3-4 semaines qui précèdent, dans des périodes où on multiplie la mise en condition par la compétition. Et donc, le résultat est plus que moyen, on va dire. Pour revenir à votre ligue, notre ligue régionale, quelles sont les ambitions là pour l'avenir ? Alors, la ligue régionale, on essaye de mettre en place des dispositifs ambitieux, des dispositifs modernes, nouveaux. Et notre ambition, bien sûr, de toute façon, c'est d'avoir un peu plus de licenciés, ça on le dit, mais
Est-ce que c'est bien là vraiment le but? Puisque de toute façon, la vitrine, on peut avoir des millions de licenciés. Si derrière, on n'a pas les athlètes qui brillent à des championnats mondiaux ou à des Jeux olympiques, je pense qu'il manquera quelque chose. C'est évident, puisqu'on reste un sport de compétition. Pour nous, la Ligue, elle est avant Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. On a mis en place des dispositifs depuis 2008, aussi bien sur le sport santé, sport, tout ce qui est autour, qui permet d'avoir du monde dans les clubs. Et de l'autre côté, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement qui se sont quand même les résultats sont là pour le prouver. On avait 3 athlètes aux Jeux Olympiques en 2004. Nous en avions 11 en 2016. Donc une progression énorme. Et en plus, avec 4 médailles. Donc derrière, il y a eu un gros travail qui a été fait pour accompagner les clubs, puisque les athlètes sont dans les clubs, les entraîneurs sont dans les clubs, la formation, tout ça a payé. Et je pense qu'on est aujourd'hui à un carrefour avec cette grande ligue, avec des nouvelles dispositions. On va voir le résultat, mais je pense qu'il y a 350 athlètes sur ces dispositifs actuels. Bon, il en sortira bien quelques-uns. On le souhaite en tout cas. C'est l'ambition. Restez avec moi, Marcel Ferrari, si vous le voulez bien, pour me donner votre avis sur une information qui a retenu mon attention aujourd'hui. Vous le savez, chaque jour ou presque, nous réalisons une revue de presse. Et c'est sur Twitter aujourd'hui qu'on pouvait lire que Benjamin Davier a été sacré meilleur athlète de l'année 2018 par le Comité international paralympique. Le triple champion paralympique a brillé la saison dernière. Il a raflé, pour rappel, 5 médailles, dont 3 en or aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Il a aussi décroché 5 titres mondiaux dans les championnats du monde de Prince George au Canada. Le comité paralympique a donc voulu récompenser ses performances. Il dit notamment que c'est le sportif français qui a remporté le plus de médailles à Pyeongchang. Alors, que vous inspire cette distinction, Marcel Ferrari ? Disons que c'est toujours une distinction sur ce plan-là. Ensuite, tout ce qui est paralympique, donc handisport, la fédération, donc nous accompagnons tout ça, puisque la plupart, ceux qui pratiquent l'athlétisme, même avec les fauteuils, sont licenciés dans les clubs d'athlétisme, puisque les entraîneurs sont là. Je dirais que la spécificité, à part quelques handicaps, la spécificité n'amène pas, quand quelqu'un est amputé, il s'entraîne pratiquement comme un autre athlète valide. Donc tout ça, nous accompagnons la fédération handisport. Il y a eu en 2013 les championnats du monde de IPC, donc d'athlétisme à Lyon. L'organisation s'est faite avec 120 personnes de l'athlétisme sur place. Nous avons tout accompagné. Les clubs beaucoup de clubs ont des athlètes handi ou paralympiques, enfin bref, sport adapté dans leur club. On les accompagne. On est tout à fait dans la même dynamique quel que soit l'athlète qui se présente. Merci beaucoup, Marcel Ferrari, d'être venu nous voir sur le plateau d'Accès Direct. On vous souhaite plein de très bons résultats pour la suite. Merci bien et puis bonne soirée. À bientôt. Au revoir. On va rester en quelque sorte dans le sport et on va surtout parler à présent du matériel avec une toute nouvelle marque de ski. Son créateur est avec nous. Il s'agit de Victor Édouard. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé la marque de ski en bois Marcel Livet. On en voit une paire ici. D'abord, d'où vient le nom de votre marque ? Alors, le nom Marcel Livet, c'était le nom de mon arrière-grand-père, qui a été un passionné de ski et d'alpiniste, qui a été membre du club alpin français à Lyon et également membre du comité de l'Himalaya. Il a vraiment transmis sa passion du ski dans la famille et donc au moment de lancer la marque, j'ai choisi de donner le nom de mon arrière-grand-père à la marque, en hommage pour ces belles valeurs qu'il nous a transmises. C'est lui qui vous a inspiré pour créer cette marque, c'est Ski en bois ? Alors, c'est, on va dire en quelque sorte cet héritage familial, que toute la famille est vraiment très passionnée de ski. Donc moi, dès tout petit, j'ai baigné là-dedans et donc assez naturellement, ça faisait partie de mon ADN au moment de construire la marque. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos skis en bois ?
Alors, vous l'avez dit, donc déjà on fabrique des skis donc en bois avec des noyaux bois, donc des bois massifs de qualité qu'on sélectionne et c'est un élément clé dans la construction du ski. Donc c'est pas du bois brut, hein, on pense assez vite au ski un petit peu d'époque. Donc c'est des noyaux bois qui sont couplés à des matériaux composites et c'est ça qui va générer un comportement moderne sur la skiabilité. Donc on a des skis tout à fait modernes qui utilisent des noyaux de qualité. Et donc ensuite qu'on peut décliner suivant différentes finitions. Donc on a une partie de la collection qui est, on va dire, esthétiquement entièrement en bois puisque on peut avoir des décors en marqueterie, etc. sur le dessus du ski. Et puis notre nouvelle gamme qui vient avoir une finition un petit peu différente avec un revêtement en polyamide. Et une des spécificités de la marque et qui était un critère indispensable au moment de la création, c'est qu'on est 100% français. Nous, on est basé à Annecy et toute la fabrication des skis est faite en région Rhône-Alpes entre la Haute-Savoie et l'Isère. Voilà. Vous travaillez à la main avec des produits français. Comment fait-on pour survivre dans un monde ultra compétitif avec ce modèle de production ? Alors, la différence, notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui, c'est de savoir faire des skis de qualité avec des vrais savoir-faire français. Et ça, on le valorise aujourd'hui. Forcément, on a des coûts de revient qui sont différents de l'industrie et des industries délocalisées. Donc, on propose des skis haut de gamme aujourd'hui qui vont se décliner sur des niveaux de prix entre 800 et 1800 euros suivant le temps de travail associé au produit. Et donc, notre vraie valeur ajoutée, c'est de proposer un ski parfaitement fini et donc forcément sur un positionnement un peu plus haut de gamme. Pour financer votre entreprise qui est finalement toute jeune, vous avez lancé une campagne de financement sur le site Ulule. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne ? Exactement. Donc pour lancer notre nouveau modèle, Gaspard qui est là, on a décidé de faire appel à la plateforme de crowdfunding Ulule, qui est une plateforme de financement participatif. Aujourd'hui, on a besoin de soutien pour lancer cette nouvelle référence. Lancer une nouvelle référence, donc on a 2 coloris, 3 tailles, donc c'est 6 références à générer. C'est des outillages importants, des frais de développement assez importants, et donc on a besoin de soutien pour lancer vraiment ce nouveau produit. Notre message, il est clair. On propose en fait des précommandes via la plateforme Ulule, où on propose de livrer les skis ensuite sur le mois de janvier donc 2020 qui arrive. Et notre message, c'est aidez-nous à lancer cette marque, aidez-nous à financer nos coûts d'outillage et liés au développement de ce produit. Et en échange, on propose une remise de 40%, donc assez importante, à toutes les personnes qui accepteront de contribuer à l'avance pour recevoir leur ski au mois de janvier. Il faut donc en profiter, c'est sur le site. Exactement, et c'est seulement pendant 30 jours. Donc on a lancé la campagne hier sur Ulule et donc vous avez jusqu'au 28 novembre pour en profiter. Est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous pour créer ces skis et faire vivre cette Alors marque ? on est une petite équipe maintenant. Depuis l'hiver dernier, on a vraiment lancé la marque. On s'est structuré un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on est 4 personnes à travailler d'arrache-pied sur les skis. Et puis également, on est en train de s'entourer d'agents commerciaux qui vont nous aider aussi sur la partie, on va dire, réseau professionnel, donc à la rencontre des magasins et des hôtels qui sont pour nous un marché important. À quel type de skieurs s'adressent vos skis ? Est-ce que c'est pour tout le monde, tous les niveaux ? Alors, c'est tous les niveaux. On couvrira jamais vraiment l'ensemble de la palette. Je dirais, ça s'adresse à des skieurs plutôt bons skieurs. On a essayé de couvrir on va dire une gamme assez large de skieurs. Donc, je dirais plutôt bons skieurs à très bons skieurs. C'est des skis plutôt destinés à la piste dans l'essentiel de la gamme. Donc, sur ce nouveau modèle, vraiment un ski typé piste. Et puis, des skis un petit peu plus polyvalents, voire un petit peu plus large, un peu plus destiné au hors-piste. Donc voilà, selon le modèle aussi choisi dans la gamme, on va pouvoir couvrir plutôt des skieurs plus sportifs sur la piste ou des disciplines un petit peu plus différentes pour les amateurs de hors-piste. Voilà.
Et où peuvent-ils se les procurer, ces skieurs? Alors, à partir du mois de décembre, on est très content d'avoir 10 points de vente en France, donc dans les stations françaises. Donc, vous pouvez retrouver tous les magasins qui revendront ou loueront nos skis cet hiver. Donc, sur notre site internet, on vous explique tout. Et sinon, vous pouvez aussi commander en direct sur notre site internet. Une dernière question, l'hiver approche, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? On attend qu'elle continue de nous permettre de nous développer. Ça va être notre deuxième saison. Donc forcément, on a de belles ambitions et donc on croise les doigts pour que ça marche fort pour nous. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Victor-Edouard de nous avoir présenté votre marque de ski Marcel Livet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt. À bientôt. On voudrait bien garder les skis d'ailleurs avec nous. On verra après. Alors. Merci. Merci. On va rester dans un esprit sportif et en pleine nature avec notre invité suivant. Il s'agit de Jean Bexon. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors vous êtes chef de troupe pour les scouts d'Europe. Il faut savoir qu'on compte plus de 170 000 scouts en France, donc répartis dans 10 mouvements agréés jeunesse, éducation et sport. 30 millions de scouts dans le monde selon l'Organisation mondiale du mouvement scout. Vous êtes chef de troupe ici en Haute-Savoie. Quel est votre rôle? Alors moi je suis chef de troupe. Donc, qu'est-ce qu'une troupe? C'est une trentaine de garçons qui sont partagés entre 4 ou 5 patrouilles. Une patrouille, c'est une équipe de 5 ou 6 garçons. Et mon rôle, justement, c'est de coordonner tout ça et de faire vivre l'aventure scout dans la nature à ces garçons. Comme vous pouvez voir les images derrière, c'est un sujet que vous aviez tourné chez nos camarades de Chambéry, Scouts d'Europe aussi. Et ce sont des images de bivouac, de grands jeux, de randonnées dans la neige, dans la montagne, etc. Est-ce que le scoutisme séduit toujours aujourd'hui dans un monde hyper connecté? Comment on fait pour faire vivre les valeurs des scouts? Justement, c'est une question très intéressante parce qu'on nous dit souvent que le scoutisme est dépassé, que le scoutisme est ringard, que c'est démodé de porter un uniforme, que de lever le drapeau tous les matins au camp, c'est quelque chose qui est passéiste, etc. Mais en fait, on se rend compte que dans le contexte actuel, vous avez cité le contexte des réseaux sociaux, de l'ultra-connexion, le besoin de se déconnecter pour des enfants de 12 à 17 ans, il est primordial. Et comment est-ce qu'on déconnecte un enfant de ces réseaux, etc. C'est en l'emmenant dans une nature c'est gratuit en plus, mais c'est plein de ressources. Vous pouvez voir les paysages qui défilent derrière vous. C'est quelque chose qui apporte bien plus, je pense, que 2 heures passées sur un iPad ou sur un écran. Et le tout gratuitement. Un iPad, ça doit coûter 1 000 €. Une sortie scout, c'est presque gratuit. Comment on devient scout? Si on veut rejoindre par exemple votre troupe, comment fait-on? Alors il suffit de nous contacter. L'association Guide des Scouts d'Europe, vous pouvez aller sur le site et retrouver le groupe de votre ville, de votre région, et vous serez mis en contact avec le chef d'unité locale. Donc si vous êtes d'Annecy ou de Haute-Savoie, ça sera moi qui aurai ce plaisir. Mais si vous êtes d'un autre département, il faudra passer par le site de l'association. Et c'est difficile de dire à quelqu'un soit scout pour les 5 ans à venir. Donc peut-être déjà lui proposer de venir à une activité. Nous organisons le 9, 10, 11 novembre prochain un camp automne sur le thème de la Première Guerre mondiale, et ça peut être l'occasion pour les Hauts-Savoyards qui nous regarderaient de tester. Et après, si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant mieux aussi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est très simple en fait. C'est pas vous rentrez. Les gens ont l'impression que le scoutisme c'est un monde hermétique. Au contraire, il suffit juste de passer la porte et après c'est un monde fabuleux qui s'ouvre à vous. Vous avez évoqué quelques actions, quelques sorties. Comment se passe par exemple l'année d'un scout? Quel est le programme, les rendez-vous tout au long de l'année pour un jeune scout? Ça diffère de son âge, c'est-à-dire ils ont de 12 à 17 ans dans notre unité. Donc ils sont dans la même unité, ils sont dans une patrouille, dans cette équipe qui porte généralement le nom d'un animal pour renforcer l'esprit de corps. Nous on a des animaux très exotiques dans notre troupe. On a la patrouille du cobra, la patrouille du caracal, du guépard, du baribal, c'est un petit ourson. Et donc le petit de 12 ans va intégrer cette patrouille, un petit peu comme si vous connaissez Harry Potter qui intègre sa maison dans Poudlard. Et il va grandir petit à petit avec ça. Si le garçon a 15 ans, il sera plus à même de progresser encore plus rapidement. Et donc ce qui est très pratique, c'est que chacun à son niveau
peut être accueilli finalement. Et durant l'année, il y a des activités. Donc, j'évoquais le camp automne qui va se dérouler bientôt. Il y a cette année, on va effectuer un rallye montagne. Donc, comme on a la chance d'être troupe montagne, donc on va passer 4 jours en montagne, déconnecté de tous les réseaux sociaux et de tout, je dirais, les idoles consuméristes de ce monde. Et ensuite, vraiment, le projet phare de l'année, c'est le camp d'été, donc de 2 à 3 semaines, où là, dans la nature, les scouts vivent un temps vraiment beau, où ils sont dans cette équipe et où ils vivent dans la nature des aventures, que ce soit des grands jeux, que ce soit la cuisine sur le feu, que ce soit des veillées. Vous avez tous cette image forcément du scout chantant près d'un feu. Et ben, cette image d'Épinal, on la vit au scout et c'est ça qui est beau. Est-ce que la religion est toujours omniprésente dans le scoutisme? Alors nous sommes scouts d'Europe. De fait, nous sommes catholiques. Alors il y a d'autres mouvements qui sont soit religieux, soit protestants, etc. Nous, au Scouts d'Europe, nous vivons vraiment la religion catholique. Et je pense que c'est indispensable si on veut proposer quelque chose dans ce monde actuel, quelque chose qui fasse grandir les enfants, qu'on soit accroché à cette vérité pour les éduquer dans le beau et dans le vrai. Après, est-ce que ça empêche quelqu'un qui n'est pas catholique de venir si à partir du moment où la personne a cette démarche de se préparer au baptême, à la première communion, etc., il est tout à fait le bienvenu. Mais voilà, placer le Christ au centre de notre camp fait partie de notre projet. Ça concerne les enfants. Enfin, à quel âge devient-on scout et jusqu'à quel âge peut-on être scout? Alors, on devient scout, moi je m'occupe d'une unité scout, donc ils ont de 12 à éclaireurs, enfin de 12 à 17 ans. Après, vous pouvez être rentré chez Louveteau à partir de 8 ans, donc de 8 à 12 ans. Et après, vous avez la branche routier. Alors là, c'est plus pour les adultes. Par exemple, un chef, c'est ce qu'on appelle un routier en service. Et de fait, comme vous le disiez au titre de l'émission, scout toujours, je crois que c'est le titre du format. Et de fait, voilà. Mais pour ce qui est de notre cas, donc de la troupe première Annecy Scout d'Europe, ça va être de 12 à 17 ans. Merci beaucoup, Jean Bexon, de nous avoir présenté votre troupe et votre rôle. C'est la fin de cette première partie, mais restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pub pour le journal de la rédaction.